Vous écoutez France Culture. Bonjour à tous, voici Une vie, une œuvre, et nous célébrons aujourd'hui les 100 ans de la naissance de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, qui est donc née le 9 janvier 1908 et qui a fait l'objet tout ce mois-ci de nombreux colloques, publications, émissions de radio et de télévision qui témoignent de l'intérêt qu'on porte en France et à l'étranger à cet écrivain qui, par bien des aspects, tend aujourd'hui à devenir mythique, en tout cas pour un certain nombre de personnes. Alors comme vous le savez, nous cherchons ici à éclairer chaque semaine l'œuvre d'un artiste par sa biographie et vice-versa. Et donc nous pouvions difficilement faire l'impasse sur l'histoire de cette femme pour qui précisément la vie constituait une partie importante de l'œuvre et qui tentait, chaque fois que c'était possible, de mettre ses principes en action. Alors cet entremêlement de la vie et de l'œuvre, ce sera le point de départ du documentaire que vous allez entendre. Marie Dubouché s'intéressera ensuite à la place que la politique a tenue dans la vie de Simone de Beauvoir, une place qu'elle devait par ailleurs partager avec une vie amoureuse à la fois riche et tumultueuse. Et puis nous terminerons sur la question du féminisme, un aspect qui demeure sans doute le plus vivant aujourd'hui, 22 ans après la disparition en 1986 de l'écrivain. C'est donc un documentaire de Nathalie Triandafylides et Marie Dubouché. Elle met toujours les autres dans le coup quand elle parle d'elle. Et donc, on s'intéresse à elle pour elle et aussi pour soi, si vous voyez. Ça circule, quoi, dans les deux sens. Je crois que c'est ça qui a fait de ces livres c'est justement des instruments de libération pour énormément de monde. Je suis née à Paris le 9 janvier 1908 à 4 heures du matin. Mon enfance a été typiquement celle d'une jeune bourgeoise française de famille modeste. Je voudrais que vous m'expliquiez un peu ce qu'a été pour vous votre activité littéraire. Et j'aimerais bien qu'on regarde ça dès l'enfance. Vous avez écrit à quel âge? Oh, ben, c'était un peu comme vous. Quand j'étais toute petite, que j'avais 7-8 ans, ça m'amusait, j'aimais énormément lire. Et alors, ça m'amusait d'imiter les livres que je lisais. Et par exemple, j'avais écrit une certaine famille Cornichon qui imitait la famille Fenouillard et que d'ailleurs, très gentiment, mes parents avaient fait relier dans un véritable livre. Une tante avait tout recopié et c'était sur des pages blanches dans un livre. Et ce qui m'enthousiasmait chez elle, c'était le lien constant entre vivre et penser. Sa vie, elle a toujours eu besoin de la penser et sa pensée, elle la vivait. Et c'est ça que j'admirais énormément, que j'admire toujours d'ailleurs, et qui me semblait l'idéal. Alors évidemment, j'avais le désir de me rapprocher d'elle, mais bon, c'est elle c'est tout à fait normal, qui a pris les initiatives, qui m'a donné un premier rendez-vous. Et pour clôturer dignement une journée consacrée à la jeunesse, j'arrive maintenant au Tabi. Vous avez tous entendu parler du célèbre bar qui, dans la rue Dauphine, abrite tous les soirs le célèbre trompette Boris Vian. Une vie, une œuvre. Simone de Beauvoir, 1908-1986, ou l'épreuve de la liberté. Marie Dubouché, Nathalie Triandafylides. Mais quand vous avez écrit vos premières œuvres, là, famille Cornichon, vous aviez envie d'écrire plus tard? C'était des premiers essais? Pour l'instant, c'était plutôt comme un jeu, simplement, de faire moi-même des livres, comme je jouais à la marchande, je jouais à écrire. Mais j'ai commencé à vouloir vraiment écrire, je sais, alors que là, c'était très décidé vers 15 ans, puisque sur un carnet, comme en ont les jeunes filles, et on me demandait quelles étaient mes préférences, mes fleurs favorites, etc., qu'est-ce que je voulais être plus tard, et j'avais écrit, là, sans hésiter du tout, un écrivain célèbre. C'était la meilleure et même peut-être la seule façon que je voyais à l'époque, à moins d'être reine d'Angleterre, de se faire un nom, d'être quelqu'un. Simone de Beauvoir, ou le castor, comme ses camarades d'études l'avaient surnommé, cet animal constructeur et industrieux, écrit en parlant de Sartre dans La force de l'âge: lorsque je le retrouvais en octobre, j'avais liquidé mon passé. Je m'engageais sans réserve dans notre histoire. Cette histoire, c'est celle d'une vie qui s'est construite tournée vers l'avenir, un avenir rêvé par la seule volonté,
allégé de tout ce qui ne serait pas maîtrisé mais simplement subi. L'écriture est là pour liquider le passé, imaginer, expliquer, projeter, rêver la vie comme si elle était une œuvre à construire. Être quelqu'un, devenir un écrivain célèbre, construire une force ou se réfugier à jamais, sont autant d'expressions de l'écrivain qui déterminent la forme singulière d'une écriture. Rien ne nous limitait, rien ne nous définissait, rien ne nous assujettissait. Nos liens avec le monde, c'est nous qui les créions. La liberté était notre substance même, nous dit encore l'auteur de L'Invité, du sang des autres, des mandarins qui reçoit le prix Goncourt en 1954, du deuxième sexe ou encore de la femme rompue. Une vie qui nourrit une écriture multiple, une écriture qui semble à son tour façonner la vie sur la scène du monde et de la fiction, à travers les mémoires, les conversations vivantes, la correspondance, la philosophie ou les romans. Sylvie Lebon de Beauvoir, vous avez rencontré Simone de Beauvoir dans les années 60. C'est ça. Quand j'étais en philo, je lui avais écrit. Et comme elle répondait toujours à toutes les lettres, eh bien, elle m'a répondu. Et comme après je suis venue à Paris continuer mes études, je l'ai rencontrée. Et on a commencé à se voir. Il y avait une identification chez vous, de votre part, par rapport à cette vie qu'elle décrit dans ses romans et j'étais beaucoup trop jeune. Non, pas une identification, mais je l'admirais. C'est pour moi, c'était une stimulation, c'était la vie que je rêvais, quoi. Je sentais que là, il y avait quelque chose qui était ce que je cherchais moi aussi. Mais je ne m'identifiais pas parce que c'était pas possible. Quand même, une romancière aussi célèbre, vous voyez, un auteur aussi célèbre. Non, je ne pouvais pas m'identifier exactement, mais c'était plutôt un idéal pour moi, vous voyez. Ça m'enthousiasmait. J'avais bien compris le rapport entre l'intellect et la vie. Ça, même étant toute petite, j'avais très bien compris que c'était tout à fait unique chez elle. Et je n'avais pas tort. Parce que des gens intelligents, j'en connaissais ou j'en lisais. Mais vous voyez, je sentais que cette intelligence, elle était abstraite, coupée de la vie. C'est vraiment des intellectuels desséchés. Il y en a énormément, c'est la majorité. Ou alors, il y avait bien des gens qui vivaient, si vous voulez. Mais alors, ils ne pensaient pas. Et ce qui m'enthousiasmait chez elle, c'était le lien constant entre vivre et penser. Vous voyez. Elle a toujours eu besoin de la pensée. Et sa pensée, elle la vivait. Donc, au bout d'un certain nombre de mois, eh bien, elle m'a réécrit. Et là, elle m'a donné rendez-vous chez elle, rue Schellcher. Est-ce que la rencontre de la personne elle-même correspondait finalement à ce que vous aviez imaginé de cet écrivain? Ah oui, alors absolument. Non seulement ça correspondait, mais ça dépassait, parce que la présence en chair et en os, c'est tellement fort. Il n'y a absolument pas eu de hiatus, vous voyez, entre le personnage que nécessairement j'imaginais à travers ses œuvres et la personne réelle qui m'a ouvert la porte ce soir-là. Et elle a su tout de suite établir un contact entre nous. Non seulement je n'ai pas été déçue, mais je vous dis, j'ai été plutôt émerveillée de voir qu'en effet, de l'œuvre à la personne, il n'y avait absolument pas de coupure. Elle a fait cette démarche de vous adopter? Oui, mais si elle m'a adoptée, ce n'est pas parce qu'elle désirait avoir une fille. Et se prolonger en ce sens-là, c'est pour que je serve son œuvre. Et c'est parce qu'elle m'a chargée de son œuvre qu'elle m'a adoptée, car il n'y avait aucun autre moyen légal de me donner des droits. Mais vous voyez, c'est pas tellement en tant que sa fille, c'est en tant que la personne la plus proche d'elle. Voyez. On m'a demandé quelquefois pourquoi j'avais passé 7 ans à écrire mon autobiographie. Simone de Beauvoir, 1979. Et en effet, elle représente une partie importante de mon œuvre, puisqu'il y a 3 volumes. Les mémoires d'une jeune fille rangée, La force de l'âge, La force des choses. J'ai intitulé le dernier volume La force des choses, parce qu'il va de 1945 à 62. Et à cette époque, depuis la guerre, je me suis rendu compte de l'importance que les circonstances avaient dans le déroulement d'une existence. Alors qu'auparavant, je croyais que ma vie était une histoire que je me racontais. Mais je me suis arrêtée à la libération de Paris parce que j'avais besoin, en quelque sorte, de reprendre mon souffle, étant donné que La force de l'âge était déjà un volume très long. Et je voulais savoir aussi comment le public l'accueillerait.
parce que d'une certaine manière, ça me semblait assez outrecuidant de tellement parler de moi. Et j'ai vu que dans l'ensemble, mon récit avait beaucoup intéressé et que par conséquent, il y avait des raisons valables de le poursuivre. Je me suis intéressée beaucoup à l'autobiographie, par conséquent aux mémoires d'une jeune fille rongée. Béatrice Didier. Et ce qui m'a frappé dans ce texte, c'est qu'elle raconte au fond sa naissance à l'écriture. Elle raconte beaucoup de choses naturellement, mais ce qui m'a intéressé, c'est surtout ça. Comment elle découvre l'écriture. Alors elle découvre d'abord la lecture, il faut dire. Elle décrit comment brusquement, un jour, grâce à un syllabaire, elle décrit que les lettres prennent un sens. Et elle trouve que c'est quelque chose de merveilleux. Alors à partir de là, elle se met elle-même à avoir envie d'écrire. Alors, elle écrit des petits romans comme peut en écrire une petite fille, c'est-à-dire plus ou moins inspirée par Madame de Ségur, pour les 4 filles du docteur Mars. Bon. Mais enfin, petit à petit, elle se forme en écrivant, elle arrive à des textes qui sont beaucoup plus intéressants. Et d'autre part, elle tient aussi son journal. Et ce journal va lui servir pour écrire ensuite son autobiographie. C'est peut-être ce qui explique d'ailleurs qu'il y ait tant de détails si précis dans son autobiographie et que parfois on regrette un peu qu'il n'y ait pas plus de déformation par le souvenir, si vous voulez. Ce qui fait que je trouve que finalement, les toutes premières pages des mémoires d'une jeune fille rongée, là où elle n'a pas de journal intime, forcément, puisqu'elle est bébé, petite fille, finalement, sont peut-être plus intéressantes. En tout cas, on y sent davantage ce phénomène du remonter de la mémoire qui est si intéressant dans les autobiographies. Quant à la mémoire du passé, alors, il arrive une drôle de chose, c'est que quand on a trop raconté ou trop écrit les choses, on ne se rappelle plus des événements eux-mêmes. Je sais qu'ayant écrit mes mémoires, je me rappelle ce que j'ai écrit dans mes mémoires, mais je n'ai plus aucune fraîcheur. Ah oui, sûrement. Par exemple, quand je parlais avec ma sœur, il y a des choses qu'elle se rappelle, et moi je ne peux pas les ressusciter parce qu'elles n'ont pas été notées, inscrites, et que c'est comme si elles n'existaient plus. Ah oui, écoute, tu m'as appris à lire, je me rappelle très bien, nous nous asseyions dans le coin du calorifère, et avec l'alphabet Régimbaud, et j'avais 3 ans. Simone de Beauvoir et sa sœur Hélène. Il y avait ça entre nous, puis alors il y avait tous nos jeux. Oh ben nos jeux qui étaient passionnants. Alors, là aussi, je vais te rappeler quelque chose. Un jour, tu m'as posé une question à laquelle je vais te répondre aujourd'hui, parce que j'y ai réfléchi depuis. Tu m'as dit, mais en général, c'était moi qui donnais les idées de jeu. Et donc, j'y mettais mes fantasmes, mes désirs, mon imagination. Et toi, alors, à quoi est-ce que ça correspondait chez toi? Alors, d'abord, il y a le fait que tout ce qui venait de toi m'intéressait, mais il y a plus profond, je crois. Parce que dans la vie, tu me dominais. J'avais donc la situation, pas du tout de soumission, mais enfin, quand même de personnage dominé. Et dans nos jeux, au contraire, toi qui triomphais assez dans l'existence, enfin, tu avais ce que tu voulais, petite fille. Et tu choisissais des rôles de martyr, tu faisais toujours une femme héroïque, sainte, que moi je martyrisais. Je me rappelle un jeu très caractéristique. Tu ne te rappelles pas, une sainte que j'avais enfermée dans une tour. J'étais ton geôlier, je t'empêchais d'aller à la messe et je voulais t'empêcher de dire tes prières. Et j'avais poussé la méchanceté, c'était bien un jeu de petite fille catholique, j'avais poussé la méchanceté jusqu'à déchirer en petits morceaux ton livre de messe. Mais tu avais eu prise sur moi parce que tu l'avais complètement recollé. Et je m'étais avouée vaincue. En fait, naturellement, il n'y avait pas de livre du tout, c'était un livre imaginaire. Nous avons la voix de Simone de Beauvoir en tête quand on la lit. On a l'impression de lire quelqu'un qui parle. Est-ce qu'on reconnaissait cette voix quand on rencontrait Simone de Beauvoir? Oh oui, absolument. Je veux dire, il n'y avait absolument pas de coupure entre ce qu'on avait pu lire et ce qu'on pouvait entendre quand on parlait avec elle. Sylvie Lebon de Beauvoir. Elle avait cette extraordinaire vivacité, vitalité, beaucoup de gaieté aussi. Mais il faudrait tout de même prendre garde que, vous avez tout à fait raison, cette voix qu'on entend dans ces livres et qui est la sienne, c'est ce qu'elle a voulu, n'est-ce pas? Parce qu'elle voulait, en écrivant, elle l'a dit, elle l'a écrit même,
réussir ce qui l'avait tellement émerveillée et aidée quand elle a eu 16 ans ou 17 ans, c'est quand elle a découvert la littérature contemporaine à travers son cousin Jacques, et qu'elle a eu une sorte de révélation, parce que jusqu'alors, les livres, elle y pénétrait avec une sorte de respect, comme on visite un beau monument, vous voyez, pour se cultiver. Tandis que lorsqu'elle a commencé à lire les romanciers contemporains, Gide, etc., elle a dit, là, ça a été un bouleversement parce qu'il y avait des gens qui me parlaient de bouche à oreille. Et ça, c'est resté comme une finalité de son écriture, parler aux gens de bouche à oreille. En précisant tout de même que cette façon d'écrire, qui a l'air simple, c'est le comble de l'art, car il n'y a pas de passage direct entre une conversation et un livre écrit. Cependant, en effet, elle a su garder quelque chose de tout à fait vivant, de tout à fait stimulant, qu'on retrouvait dans sa conversation, effectivement. Elle comprend très vite que finalement, l'écriture est un moyen de liberté. Béatrice Didier. Et elle va le comprendre d'autant mieux qu'elle va avoir deux relations avec deux individus qui tiennent une grande place dans les mémoires d'une jeune fille rangée et qui représentent deux situations possibles à l'égard de l'écriture. C'est Zaza et c'est Sartre. Alors, Zaza, c'est une amie qu'elle a beaucoup aimée. Je vois dans ce livre qui s'appelle « Tout compte fait », qui est une sorte de conclusion à l'autobiographie, elle y revient. Zaza, pour elle, a été quelqu'un de très important. C'était une amie, une compagne de classe, tout simplement, qui était dans un milieu très bourgeois, encore beaucoup plus fermé que n'était le milieu de Simone de Beauvoir. Et elle aurait aimé écrire, elle voulait écrire, et puis finalement, elle n'a jamais pu écrire. Elle a été prise en quelque sorte par le carcan des habitudes familiales. Et puis, elle est morte. Alors, bon, on ne peut pas savoir exactement si il y a une cause à effet, mais dans l'autobiographie, sa mort devient un symbole, justement, devient le symbole de l'écriture impossible, de l'écriture qui a été tuée par un certain conformisme de son milieu. Alors que Sartre, au contraire, dans ce texte autobiographique, va devenir la figure de l'écriture qui sait se libérer et qui est d'autre part une invitation à se libérer elle-même, puisque Sartre va la pousser à écrire. Donc, je pense que dans toute autobiographie, on a tendance finalement à revoir dans sa vie des scènes à qui on donne une valeur symbolique, mais aussi à donner cette valeur symbolique à des individus. Et il me semble que les mémoires d'une jeune fille rangée sont construits sur une antithèse entre deux possibilités, l'une de l'écriture tuée en quelque sorte, c'est par les conventions, par le poids de la famille, par une certaine étroitesse d'esprit, c'est le cas de Zaza. Et au contraire, le cas de l'écriture triomphante, en quelque sorte, l'écriture de Sartre, Sartre qui écrit sans arrêt, dit-elle, qui ne peut pas se passer d'écrire, et qui finalement la pousse aussi à écrire elle-même. J'habite à Saint-Germain-des-Prés, et tous les soirs j'ai rendez-vous avec Verlaine. Ce vieux Pierrot n'a pas changé, et pour courir le Guilledou près de la Seine. Oh, c'est très simple. On s'est rencontrés à la Sorbonne. Il avait été par bonheur pour moi recalé l'année précédente, parce que ça, je ne l'aurais pas connu. Et cette année-là, il venait au même cours que moi. Et au début, on ne se fréquentait pas du tout parce qu'il était normalien. Il venait toujours avec ses amis normaliens, eux et Nisan. Ils étaient là très isolés de tous les Sorbonnards, et moi j'étais qu'une Sorbonnarde. Je les apercevais comme ça, et pas avec une spéciale sympathie. Et j'ai trouvé que son ami Maheu venait travailler à la Bibliothèque nationale. Et que là, il s'est pris de sympathie pour moi, et que nous causions, nous allions déjeuner ensemble. Alors on déjeunait, on causait, et on discutait, il me parlait de Sartre. Et puis un beau jour, il a dit que Sartre, finalement, voulait faire ma connaissance. Et alors, j'ai pas voulu dès le début parce que j'avais une amitié assez exclusive avec Maheu et j'ai envoyé ma sœur à ma place, à Sartre, qui a été furieux d'ailleurs. En 1929, Michel Contant. En juin 1929, Simone de Beauvoir est étudiante à la Sorbonne. Sartre est ancien normalien parce qu'il a été collé à l'agrégation l'année précédente.
Il avait essayé d'être original et ça avait été très mal noté. Et donc, avec elle et René Maheu, qui est un ami, et Paul Nizan, ils préparent ensemble le concours de l'oral. Et il se trouve qu'elle est éblouie par son intelligence et la générosité de son intelligence, parce qu'il en sait beaucoup plus qu'eux, et il se dépense sans compter pour les préparer le mieux possible. Et lui est ébloui par la rapidité et la rigueur de son intelligence à elle. Ce sont les deux qualités qu'il lui reconnaîtra toute sa vie, c'est-à-dire un esprit extrêmement clair, bien formé, analytique, et une rapidité dans l'intelligence de la pensée de l'autre qui l'a toujours stupéfait. Parce que lui-même, dit-il, est beaucoup plus lent parce qu'il décortique une pensée qui n'est pas la sienne pour voir ses résistances, pour voir si il peut en faire quelque chose, et il finit par l'absorber. C'est comme ça qu'il lit les philosophes. Elle les lit davantage, je dirais, en étudiante ou en futur professeur. Elle en a une connaissance très intense, très, très juste. Et donc, ces deux esprits font ensemble les étincelles que produisent deux silex frottés l'un contre l'autre. C'est donc une entente qui est d'abord intellectuelle. Mais tout récemment, dans une revue qui s'appelle Les Moments littéraires, sont parues des lettres inédites de Simone de Beauvoir à son amie Zaza. Simone de Beauvoir, à ce moment-là, en 1929, n'a été amoureuse qu'une fois, d'un cousin, figure un peu funeste, de jeune homme désespéré qui brûle la vie par les deux bouts, mais qui en fait aspire somme toute à une vie bourgeoise. Elle a pensé qu'elle pourrait éventuellement l'épouser, d'un cousin pas germain. Et puis elle a eu de tendres sentiments pour René Maheu, qui est marié de son côté, et avec qui elle a eu une grande entente intellectuelle. Et ils se sont connus en travaillant ensemble à la Bibliothèque nationale. Alors, voilà ce qu'elle écrit, Simone de Beauvoir, à son amie Zaza, de Sartre. « Ce n'est pas un emballement rapide, croyez-moi. Je me suis rendu, lentement, sans le vouloir, parce que cette grandeur s'imposait à moi, qui avais décidé de la reconnaître sans en être ému. D'abord, il m'a subjugué par son intelligence. Et puis, j'ai connu son âme, qui est généreuse comme la terre et grande comme le ciel. Et puis j'ai connu son cœur. Et jamais je ne lui ai fait crédit. Jamais je n'ai été au-devant de lui, mais il y avait une vérité qui se découvrait lentement. Et quand je me crèverais les yeux, je saurais qu'elle est là, éblouissante. Je n'ai rien à lui donner. Je n'ai que moi, qui suis déjà complètement à lui. Je reçois tout. Mon amour est sans orgueil et terriblement pauvre. Il n'a pas plus de dignité qu'un mendiant. Il est sans noblesse parce qu'il est nécessaire et qu'il ne regarde ni derrière ni autour de lui. Il est sans générosité et plein du désir de garder toujours pour moi ce qui ne doit être pas à moi, et presque prêt à se servir de n'importe quelle arme et à exploiter la grande tristesse qu'il aurait à me savoir malheureuse. Abîme de lâcheté, de déloyauté en moi, vilain monstre d'égoïsme qui de temps en temps s'agite, je me souhaite de le tuer, de me vaincre ici. Lui est calme, profond, définitif. » Magnifique, non ? Donc elle a su tout de suite qu'il était ce jumeau qu'elle avait souhaité toute sa vie rencontrer. D'abord, il était un peu plus âgé, ce qui compte beaucoup dans ces âges-là. Simone de Beauvoir. Ensuite, il avait fait l'école normale, ce qui donne une culture bien plus profonde que d'avoir passé du cours désir simplement à la Sorbonne. Et puis, il était terriblement obstiné dans ses théories, dans sa pensée. Il pensait vraiment toute la journée, alors que moi, je pensais beaucoup, mais quand même pas toute la journée. Et alors, il y a un mot qu'on retient là-dedans, nécessaire. Entre eux va se nouer un pacte qui établit que leur amour est nécessaire, mais qu'il ne doit pas être exclusif. Qu'ils ne doivent ni l'un ni l'autre s'interdire de connaître d'autres amours, des passions même, mais à l'intérieur d'une fidélité sans faille et sans crainte. Et donc ces autres amours, ils les appelleront d'un mot philosophique des amours contingentes, c'est-à-dire qui pourraient ne pas être, alors que le leur porte le sceau de la nécessité. Voilà cette rencontre, tout à fait exceptionnelle, et d'autant plus exceptionnelle évidemment qu'elle
s'est noué dans un pacte, que ce pacte a duré, qu'il était renouvelable, qu'il a été sans cesse renouvelé, reconduction la plupart du temps tacite, mais enfin quand même, le dialogue entre eux a été permanent. Et vous-même, vous êtes aussi sévère pour elle qu'elle l'est pour vous? Autant. Jean-Paul Sartre et Michel Contat, en 1975. C'est-à-dire le maximum de sévérité. Parce que ça n'a pas de sens de faire des critiques qui ne soient pas très sévères si en même temps on n'a pas la chance d'aimer la personne. Oui. C'est ça. C'est la critique la plus sévère que peut donner une personne qui aime ce que vous faites. Tandis qu'avec d'autres écrivains de votre entourage qui peuvent vous montrer des manuscrits, vous êtes moins exigeant. Oui. Parce que ils me connaissent moins jusqu'au fond. Et elle est la seule à qui vous montrez vos manuscrits. Oui. Ce n'est pas un principe, mais c'est le fait. J'écris, je corrige, 5 fois, 6 fois, je montre à Simone de Beauvoir. Son rapport au livre et à la littérature est celui d'une prise de liberté, arrachée au monde réel, familial dans lequel elle vit. Absolument, c'est une prise de liberté. Danielle Salnave. Quand elle fait ses études, d'abord dans des cours privés, les cours désir, de jeunes filles Angers justement, et d'ailleurs elle y puise beaucoup de choses, elle n'en dit pas tellement de mal, elle a appris beaucoup de choses, pas les mêmes peut-être que si elle avait été au lycée, mais en tout cas beaucoup. Mais dès qu'elle arrive après le bac, elle approche les études supérieures, elle veut tout, elle veut faire des mathématiques, elle fait du grec, elle fait une licence de lettres, elle fait de la philo, et à moins de 21 ans, elle est agrégée de philo du premier coup. Deuxième, et tout le monde a dit après, c'est parce que Sartre était un garçon qu'on l'a mis premier. En fait, c'est elle qui avait eu les meilleures copies. Donc, tout est pris dans cet arrachement. C'est quelqu'un qui a vraiment pensé quelque chose qui est très propre au XXe siècle. L'idée que pour se constituer comme un individu, il faut s'arracher. Il y a une intransigeance, certainement, chez elle. Et le mot que je préfère, moi, c'est qu'il y a une radicalité. Sylvie Lebon de Beauvoir. Elle va toujours choisir tous les risques. Et contre cette destinée qui était toute faite et qui la tentait et qui était là à portée de sa main, elle va choisir d'être une intellectuelle, très difficile puisque ça va contre toutes les valeurs de son milieu. Elle va choisir de ne pas se marier, elle va choisir d'être écrivain, et ça n'est pas du tout gagné. Elle veut être écrivain, mais il faut le devenir, ça suppose un travail, des risques énormes. Bref, sur tous les plans, vous voyez, émotif, passionnel, social, elle va choisir le risque contre des tentations, des séductions, que tous nous pouvons connaître aussi de facilité, vous voyez. Some of these days, you miss me, honey. Some of these days, you're gonna be so lonely. Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, en 1979. Alors, Castor, comment vous les avez vécus, 6 mois où j'étais prisonnier en Allemagne? Je les ai vécus dans une grande angoisse parce que je ne savais pas ce qui allait vous arriver. Mais ensuite, vous avez écrit des lettres qui étaient comme toujours optimistes, donc assez rassurantes. Et vous aviez même l'air de ne pas vous déplaire tellement dans le camp de prisonniers, puisque vous disiez « je ne veux pas rentrer dès le mois de décembre parce que je montre une représentation là-bas et je rentrerai plus tard ». Comme si ça avait été absolument libre et tranquille de pouvoir rentrer ou sortir. Sartre s'est engagé politiquement aux côtés de Simone de Beauvoir, surtout après la guerre, quand il est revenu d'avoir été en 41. Et ce qui est sûr, c'est qu'on a dit beaucoup de choses sur l'occupation. Ils ont eu un comportement Danielle Salnave. Plutôt d'attentisme pendant la période de l'occupation. En aucun cas on peut les soupçonner d'avoir eu des sympathies pour le régime de Pétain ou de la Révolution nationale. Quand Sartre revient en 41, c'est attesté, elle le dit mais c'est attesté, il veut tout de suite faire un mouvement de résistance. Il est pas du tout doué pour l'action politique, très vite son mouvement se délite, et bon. Ils décident tous les 2, et elle le dit, il y a quelque chose d'assez touchant après. Eh bien, puisque c'est ça, on allait travailler ensemble à notre œuvre,
et penser à la philosophie dont on aurait besoin après la libération. Mais quant à contribuer à cette libération, réellement, ils ne savent pas par quel bout prendre les choses. Alors, après la guerre, évidemment, les choses, comme elles les présentent, et en gros, c'est vrai, changent de sens, vous l'avez dit. Ils découvrent les autres, ils découvrent leurs responsabilités. Mais est-ce qu'ils le découvrent avec beaucoup plus d'acuité, de lucidité que quand ils étaient, si j'ose dire, myopes? Je ne sais pas. C'est comme si d'un seul coup, au fond, il y avait un grand soulagement, cette fois-ci. Pas le lâche soulagement, mais un grand soulagement. Ah, enfin, là, on va pouvoir être engagé politiquement. C'est le moment de la guerre froide, et ils vont adhérer de plus en plus au camp progressiste. En étant d'ailleurs dans une situation presque intenable, parce qu'ils sont détestés par les communistes inscrits, partis, d'où les querelles interminables de Sartre, tantôt avec des anticommunistes, tantôt avec des communistes du parti, et ils ne sont pas dans une position facile. Mais être dans une position facile, ça ne leur aurait pas convenu non plus. Ils aiment bien être dans une position difficile. Ça stimule le castor de guerre. Et vous le dites, Sartre était plus anticommuniste ça, certainement. Que communiste, finalement, réellement. Certainement. C'est ce rejet de la bourgeoisie, ce pari de mouvement mondial de l'émancipation. Oui, c'est quand même la grande époque. On est dans ces utopies qui ont été héritées du 19e siècle, que le monde est en train de changer et va vers un avenir qui sera émancipé. Alors, heureusement que pendant ce temps-là, elle a davantage les pieds sur terre et qu'elle écrit le deuxième sexe. Alors là, c'est fini l'illusion. Oui, c'est en 1949, voilà, le deuxième en 49. sexe. Là, elle découvre un chemin qui est vraiment le sien et qui est formidable, et où elle n'est ni aveuglée, ni elle ne fait pas un pari risqué, elle va droit au fait, là. Il y a une immense différence entre le livre qu'elle va écrire sur la Chine, qui est quand même empreint de beaucoup d'intrépidité, c'est le moins qu'on puisse dire. La longue marche. La longue marche, c'est sûr. Et le deuxième sexe, qui est un livre qui est percutant, qui est juste, qui cible l'essentiel et qui ne se trompe pas. C'est très, très intéressant, le contraste entre les deux. Et là, il y a un vrai engagement philosophique, intellectuel, personnel, puis qui va durer pour toujours maintenant, même encore aujourd'hui. On est dans l'onde de choc de ce livre, à mes yeux. On peut dire que l'existentialisme est l'existentialisme athée. Michel Contat. Est le produit de ces deux intellectuels qui ont mis leur pensée en commun. Ils ont évidemment appliqué cette pensée à des sujets différents, aussi bien comme écrivains que comme philosophes ou comme essayistes, si bien que leurs œuvres sont en effet distinctes, et que l'originalité de Simone de Beauvoir est d'avoir porté sur la situation de la femme, des femmes, la méthode d'analyse qu'elle avait aidé Sartre à développer à partir aussi de la lecture par Sartre de la phénoménologie de Husserl, qui est leur tuf, leur terreau commun. Quand elle se met à écrire ses mémoires, Danielle Salnave, elle va vraiment prendre sa vie en main pour la faire passer par l'écriture, nous la transmettre d'ailleurs, parce qu'après tout ça dépassera le cadre forcément de sa vie. Quand elle mourra, il y aura cette espèce de témoignage sur sa vie, sur cette façon de se prendre en main, d'avoir ignoré pendant longtemps le politique. Quand elle le découvre, dans les mémoires, elle insiste beaucoup sur la grande rupture que ça a été. Et à mes yeux, je ne sais pas si elle a eu exactement le même sens que ce qu'elle dit. Elle dit vraiment, après la guerre, j'ai découvert les autres, la responsabilité, les engagements avec Sartre, et puis ensuite il y a eu l'URSS, Cuba, la Chine, etc. Mais elle ajoute tout le temps, en fait, c'est pas mon monde, je suis pas vraiment faite pour ça. Elle dit, je suis pas vraiment faite pour le monde politique. Et du coup, elle y met un peu presque de surenchère, dans la mesure où elle a des doutes. À mon avis, elle a plus de doutes et d'hésitations qu'elle ne le dit. Mais elle est solidaire de Sartre, et elle est solidaire aussi de quelque chose qui est très puissant chez elle. Elle ne peut pas supporter la bourgeoisie, ses réflexes anticommunistes, l'exploitation du prolétariat, les guerres coloniales, ça réellement elle ne le supporte pas. Du coup, ils vont tous les deux chercher ailleurs, comme beaucoup d'autres à la même époque, dans ce monde communiste qui avait pourtant déjà montré pas mal de ses défauts. Ils vont quand même en faire le pari pendant tout le reste de leur vie. Mais elle, je crois que l'axe principal, c'est ce que je redis à plusieurs reprises, il faut voir les choses sous l'angle de la liberté, il faut faire la reprise des choses dans la liberté. Toute situation, une rencontre amoureuse, une amitié, un événement doit être pensé et repris dans la liberté. Et au fond, que la Chine soit bouleversée de fond en comble, ou qu'elle construise son entente avec Sartre, c'est pareil, c'est reprendre les choses dans la liberté.
Malheureusement, la Chine, l'URSS ou Cuba, ça n'a pas été la reprise dans la liberté. En tout cas, pas pour ceux qui y vivaient. Dans la rue des blancs manteaux, ils ont élevé... Ça, c'est la fin de l'après-guerre, la fin de votre demi-obscurité. En octobre 1945, paraissait le premier numéro des Temps modernes. Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, en 1979. Nous n'avons jamais été affiliés à aucun parti, ni pris dans aucune espèce d'idéologie figée. Il s'agissait de faire, comme vous le disiez tout à l'heure dans une conversation, au coup par coup. C'est-à-dire que sur chaque plan, nous élaborions nos jugements, nos idées, et nous prenions nos positions. Par exemple, je sais pas, enfin les grands moments, ça a été, mettons, la guerre d'Algérie. Au moment de la guerre d'Algérie, il est évident que socialistes, communistes étaient d'une certaine manière contre la guerre, mais n'étaient pas d'une manière franche pour l'indépendance. Alors que nous avons été quelques-uns, dont vous étiez, à signer le manifeste des 121, tout était plus nombreux par ailleurs, qui vraiment réclamaient l'indépendance de l'Algérie, et même plus que ça, réclamaient l'amnistie, je ne sais plus exactement les termes, enfin, pour tous les soldats, par exemple, qui déserteraient et qui manifesteraient leur refus de la guerre d'Algérie. Ça, c'était une position qui a été quand même très très personnelle, je ne dis pas au seul Temps moderne, mais un petit groupe d'intellectuels auquel les Temps modernes se ralliaient. Bon, rappelons juste quel est le projet des Temps modernes. Michel Contant. Ce n'est pas d'être une revue littéraire qui va simplement supplanter la nouvelle revue française qui ne peut plus paraître parce qu'elle a été collaborationniste. C'est d'être une véritable présence dans la vie intellectuelle, non seulement française, mais mondiale. C'est-à-dire, ils conçoivent leur fonction d'intellectuel comme celle de témoins qui vont récolter des témoignages sur la vie telle que les vivent les gens de toute origine. Par exemple, un des premiers numéros des Temps modernes, il y a Vie d'un juif, et dans un autre, Vie d'une prostituée. C'est nouveau ça, hein, l'aventure singulière de quelqu'un qui est socialement exclu ou potentiellement exclu. Le partage du travail se fait assez simplement. Les textes arrivent. C'est la revue prestigieuse de la Libération. Ses premiers sommaires sont brillants. Hein. On y trouve Léris, mais on y trouvera rapidement aussi Jean Genet, Samuel Beckett, enfin, tous les noms, Nathalie Sarraute, tous les noms qui vont compter dans la littérature de l'après-guerre sont là au sommaire des Temps modernes. Alors, c'est surtout Simone de Beauvoir qui fait le travail. Elle est extrêmement bonne lectrice, juge rapide, sévère. Elle sait ce qu'il convient de publier, étant donné les objectifs de la revue. Il y a un petit comité de direction qui se forme. Michel Léris en fait partie, mais ça n'est jamais beaucoup occupé. Jean Paulhan aussi en a fait partie. Raymond Aron. Mais ces gens vont assez rapidement, étant donné qu'il y avait eu une unité intellectuelle et politique de la résistance, qui est rapidement mise en déroute par le retour des partis, du jeu politique traditionnel, ces gens vont s'éloigner. Et alors, c'est en fait Beauvoir, plus que Sartre encore, qui fait vivre la revue. J'avais à peu près 44 ans quand nous nous sommes connus, et nous avons passé plusieurs années très proches l'un de l'autre. J'aimerais bien savoir quel effet tu as eu d'abord quand nous nous rencontrions, mettons, au Temps moderne, et que nous étions encore pas du tout intimes, et comment cette impression a pu se modifier, comment tu m'as vu, enfin, pendant ces années. Simone de Beauvoir et Claude Lanzmann. Comment ça, pendant ces années ou au début? Au début d'abord, et pendant les années qui ont suivi. C'est pas tellement facile à dire. Je veux dire, d'abord, en dehors de mon goût bien connu pour les vieilles dames, j'étais bien plus jeune. Moi, je te trouvais très belle. Je veux dire, ça, c'est tout à fait immédiat. Je te trouvais très belle, tu avais un visage lisse. Et j'avais un peu envie de voir qu'est-ce qu'il y avait derrière cette sorte d'impassibilité. Et c'est ça qui m'a amusé au début. Et puis alors, tu as trouvé que j'étais moins impassible que je n'en avais l'air? Ah, absolument, ça je pourrais témoigner.
votre livre, vous dites qu'il est plus naturel, finalement, de voir Simone de Beauvoir derrière ces personnages, donc en partant de la fiction, plutôt que de lire la vie de Simone de Beauvoir et d'essayer de constituer, de reconnaître ces personnages. Oui, mais j'en avais besoin parce que ce qui est frappant dans les mémoires, c'est qu'elle a une telle puissance d'écriture, une telle puissance de conviction. Daniel Salnave. Que le lecteur est absolument sidéré, il est emporté d'une main assez ferme, il va où on lui dit d'aller, il est charmé, on lui fait des descriptions magnifiques, on le promène de Cuba au Brésil, des cariocas au mur du Kremlin, on revient à Rome, on repart avec un amant en voyage, on est enchanté. Et du coup, on se laisse complètement guider. Moi, j'ai dit, stop, je veux aller y voir clair. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai évidemment relu tout le reste de l'œuvre. Et j'ai vu apparaître dans le reste de l'œuvre, dans la correspondance, dans les journaux intimes, mais aussi dans la fiction, une autre femme. Et dans la fiction, j'ai vu que la fiction éclairait Simone de Beauvoir, sa propre fiction, beaucoup plus que le contraire. Je prends juste un exemple. Au moment où elle est le plus proche de Sartre dans leurs engagements du côté du communisme, Anne, l'épouse de Dubreuil, qui n'est pas elle. Dans Les Mandarins. Dans Les Mandarins, c'est pas elle. Enfin, c'est une épouse d'un grand intellectuel. Bon. Mais Anne est pleine de doutes, pleine d'hésitation, s'inquiète pour Dubreuil. Est-ce que c'est vraiment bon cet engagement? Est-ce que c'est comme ça qu'on va faire le bonheur des hommes? Est-ce qu'il se trompe pas? Et est-ce qu'on pensera pas plus tard qu'il s'est gravement trompé? Voilà ce que dit Anne de Dubreuil. Moi, je trouve ça extraordinaire. Elle n'en tient pas compte dans les mémoires de cela, mais elle l'a dit dans les romans. Du coup, peut-être que les mémoires, justement, viennent essayer aussi d'un petit peu neutraliser tout ce qui aurait pu filtrer à travers la fiction. Elle a vraiment une volonté d'unité et d'unification, ça c'est sûr. Quand on lit ces lettres, on trouve encore une autre voix. Oui, là, c'est quand même plus proche de son langage parlé, vous voyez. Donc il y a deux oralités différentes, finalement. L'oralité presque intérieure, d'une voix qui se dit elle-même, et la... Mais ça, c'est parce que, justement, quand elle écrit, mais qu'elle écrit au sens littéraire, elle ne veut pas, elle n'a jamais voulu monologuer. Sylvie Lebon de Beauvoir. C'est pour ça que vous avez l'impression d'avoir une voix qui vous parle. Cependant, c'est une voix littéraire, élaborée. Tandis que dans les lettres, c'est assez proche, c'est presque une transcription, et c'est ce que j'ai essayé de faire, précisément, quand j'ai traduit de l'anglais, c'est de retrouver cette voix que moi j'entendais, et j'entends toujours, la voix des conversations, précisément, avec ce langage que je trouvais tellement amusant, parce qu'il y avait un mélange de langage savant, par exemple de nature philosophique, qu'on employait absolument spontanément, mais aussi d'argot d'étudiants, vous voyez, et de langage parlé, assez vert même, quelquefois. Et ce mélange faisait le charme, justement, de sa conversation. C'est ce que j'ai essayé de recréer, puisque j'ai été obligée de traduire, par exemple, ces lettres à Algren de l'anglais, vous voyez. Évidemment, en anglais, ça se perdait quand même. Elle ne pouvait pas avoir l'équivalent de cette richesse de langage français à double, triple et quadruple niveau. Elle ne l'a pas en anglais. Évidemment, c'est tout à fait compréhensible. Ça n'est pas, bien qu'elle la maîtrise très bien, sa langue maternelle. Nelson Algren étant donc cet écrivain américain qu'elle a rencontré lors de son voyage en 1900... Aux États-Unis en 1947. Si vous voulez, dans l'explosion de l'après-guerre, de la libération, ça a été pour elle une très grande expérience de découvrir l'Amérique, qui pour elle était un mythe qu'elle connaissait à travers la littérature, le cinéma, beaucoup le cinéma, le jazz. Et j'ai donc publié les lettres très nombreuses qu'elle lui écrivait quand elle revenait à Paris, puisqu'elle allait le voir chaque année, mais bon, elle revenait évidemment à Paris. Et elle écrivait en anglais, de façon absolument courante, un vocabulaire en anglais remarquable. Et inutile de vous dire qu'elle écrivait sans dictionnaire, parce que souvent c'était dans un bar ou bien en voyage. Et ces lettres, outre que ce sont des lettres d'amour très belles, sont intéressantes parce qu'elles nous offrent la chronique de sa vie, dans ces années où elle et Sartre deviennent très célèbres, et où l'existentialisme en France est au premier plan de l'actualité. Quand Nelson Algren demande à Beauvoir de venir vivre avec elle, Michel Contant, il lui demande exactement ça, c'est de se transplanter. Et lui ne l'envisage même pas. Toute sa littérature est ancrée, enracinée dans le South Side de Chicago, et il ne comprend pas qu'elle, sa littérature, sa pensée, son activité d'intellectuel, de femme, de responsable, parce qu'elle anime la revue Les Temps modernes, ça paraît que ça se passe. Alors en effet, la relation avec Sartre lui assure
ce soutien, ce jumelage, cette confiance, cet engagement. Hein, parce que finalement, c'est ça l'amour. C'est l'engagement réciproque. Et c'est ce qui fait qu'on peut dire qu'entre Sartre et Simone de Beauvoir, même si sur le plan sexuel, ça n'a pas été une grande réussite apparemment, c'est du moins ce qu'elle raconte à un moment donné à Nelson Algren, justement, que Sartre, c'est pas vraiment un bon amant, et bien malgré tout, il s'agit d'un véritable amour, et d'un amour qui a duré. Simone de Beauvoir en 1948. Au début, je ne pensais pas du tout m'occuper jamais d'une manière spéciale des problèmes du féminisme, parce qu'il me semblait, et d'ailleurs il me semble encore aujourd'hui, que ces problèmes sont subordonnés à des problèmes sociaux beaucoup plus vastes. C'est seulement dans ces dernières années que ce désir m'est venu, d'une part parce qu'il m'a semblé que les femmes d'aujourd'hui avaient beaucoup de mal pratiquement et moralement à vivre et qu'elles étaient dans un état de déséquilibre, et d'autre part parce que j'ai été assez irritée, comme beaucoup de femmes, par le nombre de grandes sottises qui se débitent à propos de nous et à propos de notre situation. Bon, eh bien, on vous a accusé, car vous n'ignorez pas que les hommes se trouvent fatalement, même lorsqu'ils vous aiment bien et qu'ils vous admirent, un peu vos ennemis quand il s'agit de ce livre. Ils vous ont donc souvent accusé, comment dirais-je, d'avoir mis là-dedans un accent de revendication, n'est-ce pas, d'avoir voulu vraiment venger les femmes. Qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus? Pour moi, c'est un livre que j'ai écrit sans aucune inimitié, sans aucune hostilité. J'ai simplement essayé de faire une mise au point. Je ne crois pas du tout que ce soit un ouvrage de revendication, de ressentiment, de complexe d'infériorité, comme on l'a insinué, parce que, étant donné que j'ai dû travailler tout de suite et que tout de suite j'ai eu une carrière qui me plaisait, je n'ai vraiment jamais souffert de l'inégalité qui existe en général. C'est exactement mon avis. Eh bien, ça n'est pas de ma faute si, en France en particulier, dès qu'on parle de femme, on pense immédiatement sexe. C'est précisément parce que la femme a été réduite par les hommes à être avant tout ce qu'elle est pour l'homme, c'est-à-dire presque exclusivement un sexe. Par ailleurs, il est bien évident qu'on ne peut parler d'aucune catégorie humaine sans examiner les problèmes sexuels, mais je ferai remarquer aussi que si on regarde ces 1000 pages, il n'y en a relativement qu'un petit nombre qui sont consacrées précisément aux questions de la sexualité. Ce sont naturellement ces pages-là dont on s'est le plus occupé et qu'on a le plus lu, et peut-être qui amusent le plus les gens, mais il y en a une très grande quantité d'autres qui sont consacrés à tous les problèmes du travail, du ménage, du cœur, des sentiments, même de l'intellectualité également de la femme, oui. etc., etc. Enfin, et vraiment, ça n'est pas du tout une spécialisation. C'est pas la question sexuelle, c'est certain. On s'est mépris d'ailleurs si on a cru que j'étais, mettons par exemple, contre la maternité. Je suis simplement contre un certain asservissement de la femme à la maternité. On s'est mépris si on a cru que j'étais par exemple contre l'amour, alors que j'ai simplement réclamé que l'amour soit une relation de sujet à sujet, de personne à personne, et non pas une espèce d'esclavage et de mysticisme qui fait que alors la femme se mettra au genou de l'homme comme un dieu, et du même coup d'ailleurs lui donnera toutes les charges qu'on donne ordinairement à un dieu, etc., etc. Elle dit même que le but du féminisme, Julia Kristeva, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais la liberté des femmes, consiste à ce que la femme cesse d'être un objet et se transcende pour devenir un sujet. Cela veut dire quoi? La transcendance, dit-elle, pour une morale de l'ambiguïté, c'est de conquérir la liberté. Et se transcender, c'est de devenir quelqu'un dont le but de la vie n'est pas le bonheur, mais la liberté. Nos chances, dit-elle, non pas en termes de bonheur, mais de liberté. La liberté, en plus, qui serait donc l'équivalent de la transcendance, parce qu'elle se conquiert ici-bas, pas dans un ailleurs, mais dans la communauté humaine, elle ne doit pas être un spontanéisme naïf. Elle doit se réfléchir constamment elle-même. C'est-à-dire reconquérir, c'est le mot qu'elle emploie, ses fins et ses moyens. Je vais être libre. Mais ça veut dire qu'il faut à chaque fois que je pense, est-ce que mon but d'être libre est juste? Donc une inquiétude permanente. Et tout ça, non pas avec des concepts généraux, même si elle est philosophe aussi, elle est plus forte en imaginaire qu'en philosophie. Elle a écrit sa philosophie à travers des cas particuliers avant d'arriver au roman, ou tout en arrivant au roman. Si vous voyez Le deuxième sexe, qui est un livre manifeste du féminisme, c'est d'un mouvement politique, c'est le seul livre politique qui est basé sur des cas individuels.
Le deuxième sexe est un chapelet de cas de femmes qui vont de la Soulamite du Cantique des Cantiques en passant par Thérèse d'Avila, Théroigne de Méricourt, Colette, etc. Ce qui fait que vous lisez cela comme un roman, ou si vous voulez, vous vous projetez dans la politique à travers votre histoire. Et la politique s'incarne dans des histoires. Donc c'est cette espèce de mélange entre philosophie, politique et imaginaire singulier qu'elle apporte dans le monde moderne comme valeur. Et c'est quelque chose qui est un contrepoids extrêmement important à toutes les formes d'oppression, qu'elles soient économiques, politiques et religieuses. Je sentais bien que les garçons avaient plus de possibilités. Mais enfin, du fait que j'avais eu ensuite les possibilités de faire des études aussi poussées qu'eux, et que j'avais réussi aussi bien, alors ça avait effacé complètement ça. Mais je voyais les autres femmes et je voyais tous les couples que je connaissais, je voyais que le rôle important, positif joué par les hommes, et que la femme était vraiment dans leur ombre. Et puis j'ai commencé à lire beaucoup de choses que les hommes avaient écrites sur les femmes, et j'ai vu qu'elles étaient toujours traitées d'être relatives, d'être secondaires, etc., etc. Et alors là, en effet, j'ai vraiment pris conscience de la condition féminine. Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, en 1979. Non mais ce qui est curieux, simplement, c'est que vous avez commencé comme une femme non féministe, une femme de ce point de vue quelconque, qui veut savoir ce que c'est d'être femme. Et en écrivant le livre, vous êtes devenue féministe, vous avez vu vos ennemis, vous les avez attaqués, et vous avez bien précisé ce qu'était qu'être femme. Oui, mais c'est la valeur du livre. Je suis restée sur un plan théorique. Et maintenant, aux yeux des militantes, ces livres peuvent avoir une certaine valeur parce qu'elles n'ont pas tellement de théoriciennes. Mais moi-même, je suis restée simplement sur le plan théorique. Et je n'ai pas fait un engagement féministe comme je l'ai fait ces dernières années. Ben, c'est normal. Oui, c'est normal. D'abord, il n'y avait pas de mouvement féministe à ce moment-là. Oui. Et puis, vous êtes devenu en écrivant le livre. C'est la meilleure manière. Je suis devenue surtout après que le livre ait existé pour d'autres femmes. Julia Kristeva. Moi, je ne l'ai pas connue personnellement, ou très peu. J'ai eu l'occasion de le rencontrer et j'étais plutôt gênée par une espèce de raideur et une voix froide, comme ça, de quelqu'un qui se défend. En y pensant après, avec mon écoute analytique, je pense que c'était une manière de se protéger à la fois de ses propres excès. C'est quelqu'un de très bouillonnant, de très révolté, de très vibrant. On la voit ainsi dans ses textes, notamment dans les romans et tout ce que j'appelais tout à l'heure l'imaginaire, mais aussi de se défendre contre l'extrême cruauté qu'elle a rencontrée dans les réactions de la presse, des uns et des autres, par rapport à ses publications et à sa vie. Donc je ne l'ai pas vraiment connue, mais j'étais très impressionnée par le manifeste des 343 contre la maternité obligée pour l'avortement. Et c'était un grand moment dans mon existence, d'autant plus que je n'ai pas adhéré à ce manifeste. Moi, j'étais préoccupée par le désir d'avoir d'enfants. Chacun a son timing dans la vie. Mais j'étais tout à fait pour cette démarche et très solidaire avec elle. Je crois que la première démarche que j'ai faite en tant que féministe, ça a été de signer le manifeste qu'on a appelé des 343 salopes, disant que nous avions avorté, où il y avait des noms connus et il y avait des noms beaucoup moins connus, mais dans l'ensemble, c'était une revendication des femmes pour l'avortement. Parce qu'on pensait que si nous disions que nous avions avorté, eh bien, on aurait dû nous arrêter, mais comme en fait, le gouvernement n'a pas osé nous arrêter, implicitement, il ferme les yeux sur la question. Si les choses étaient un peu différentes, si les tâches de l'élevage des enfants étaient mieux réparties entre l'homme et la femme, bon, et s'il y avait aussi une aide de l'État beaucoup plus considérable qui permette qu'il y ait des crèches, des nurseries, des maternelles, etc., etc., et puis qu'on enlève à la femme la mauvaise conscience qui lui vient d'une manière atavique à travers sa propre mère, sa propre grand-mère, bon, après ça, la maternité, pourquoi pas? Je pense que c'est une chose assez belle que de voir en effet naître, grandir, se développer un être humain. Mais tel que c'est aujourd'hui, c'est vraiment pour la femme un piège dans lequel elle ne peut que laisser sa liberté et son bonheur. Mais plus intellectuellement, Julia Kristeva. Moi, j'ai voulu insister justement sur ce que je retrouve maintenant, et ce que j'ai toujours retrouvé et qui m'a toujours impressionné chez elle, ce souci de la personne, du singulier.
Il y a une tension qui traverse le IIe siècle, je disais tout à l'heure. Elle veut que toutes les communautés des femmes soient libérées au nom de l'universel et l'égalité avec les hommes. Et en même temps, cette réflexion est basée sur des cas individuels et sur le fait que nous devons avoir le respect pour, elle dit, l'épaisseur et la liberté de chacun, de la singularité. Et c'est ce souci de la singularité qui m'a animée lorsque j'ai écrit un livre que je lui ai dédié d'ailleurs, qui s'appelle Le génie féminin, et qui insiste sur ce qui me semble être un de ses messages, pour moi fondamental, à savoir que chaque femme trouve sa créativité. Qu'on ne soit pas toutes les femmes pareilles, mais que chacune contribue à travers sa singularité à rendre cette civilisation moins banale. Si le titre n'avait pas été pris par Aragon sur son Matisse roman, j'avais envie de l'appeler d'abord Beauvoir, roman. Daniel Salnave. Parce que c'est vrai, quel roman que sa vie, c'est certain. Les mémoires ont vraiment une place très particulière parce que, imaginons qu'elle n'ait pas écrit ses mémoires, il resterait une œuvre extraordinairement importante. Le deuxième sexe en particulier, rien n'a été changé, ni dans un sens ni dans l'autre, par l'écriture des mémoires. Rien. L'œuvre romanesque resterait pleinement, ses essais philosophiques resteraient pleinement. Mais les mémoires, qui en 56, elle va vivre encore de 56 à 86, elle va vivre 30 ans, mais en 56, elle commence ses mémoires, et ses mémoires, pendant qu'elle continue à vivre, ses mémoires repartent au début. Et petit à petit, les mémoires se rapprochent de plus en plus du moment vécu. Et pendant les 7 ans où elle écrit ses mémoires, 6 ans, disons en gros, ensuite elle fera un petit complément avec Tout compte fait, et puis ensuite la cérémonie des adieux. À partir de là, sa vie apparaît comme un destin. Quand je compare ce qu'a été ma vie à ce que rêvait l'adolescente que j'étais à 15 ou 16 ans, bien que cette vie ait rempli toutes les promesses que je me faisais à ce moment-là, eh bien, il y a, alors je crois que je cite les vers de Mallarmé, ce parfum de détresse que même sans déboire et sans regret laisse la cueillison d'un rêve au cœur qu'il accueillit, quelque chose comme ça. Eh bien, c'était ça que je voulais dire, et je m'en suis expliqué d'une manière, on pourrait dire alors plus philosophique, en citant aussi un texte de Sartre, je crois, d'en être le néant, c'est que l'avenir, quand on le rêve en tant qu'avenir, c'est quelque chose vers quoi on tend, c'est quelque chose qui est paré d'un tas de mirages. Et même si l'avenir s'accomplit exactement comme on l'avait rêvé, ça n'est plus le rêve, puisqu'il est la présence, il est là, il est limité à lui-même, il devient quelque chose de fini, alors que le désir et le rêve sont quelque chose d'infini. C'était Une vie, une œuvre, Simone de Beauvoir ou l'épreuve de la liberté, une émission de Marie Duboucher. Avec Sylvie Lebon de Beauvoir, qui fait paraître en mars les cahiers de jeunesse de Simone de Beauvoir, Daniel Salnave, auteur du livre Castor de guerre aux éditions Gallimard, Béatrice Didier, Julia Kristeva et Michel Contat. Avec les voix de Simone de Beauvoir, de sa sœur Hélène, de Claude Lanzmann et de Jean-Paul Sartre. Donc, il y a un décalage entre l'avenir prévu, souhaité, espéré, désiré, et l'avenir réalisé qui est devenu le présent. Et c'est ça que j'ai voulu dire. Dans le contexte, il y avait aussi une autre dimension, c'est que c'était au lendemain de la guerre d'Algérie que j'écrivais ça, ou même peut-être encore pendant, et que c'est une chose qui m'a beaucoup marquée, et qui m'a fait penser que, justement, la vie n'était pas du tout une belle histoire que j'étais en train de me raconter. Et les gens ont cru que je disais ça par rapport à la vieillesse, mais ça n'était pas vrai. Peut-être aussi ma conclusion était mal construite, parce qu'il aurait peut-être fallu mettre la vieillesse à l'autre moment, et puis parler ensuite, justement, du cours du monde, parce que c'est le cours du monde qui me trahissait, beaucoup plus que le cours du temps, que je le prévoyais, malgré tout. Je n'étais pas assez stupide pour ne pas le prévoir. Donc il y a eu aussi ce malentendu, puis il y a eu certainement aussi une grande part de malveillance de la part de beaucoup de gens qui étaient justement trop contents, n'ayant pas mes idées, soit sur les questions religieuses, soit sur les questions féministes, soit sur n'importe quelle question, enfin, de dire que, eh bien voilà, quand on vivait comme je l'avais fait, je me retrouvais flouée. Archivina, Benoît Dusanterre, prise de son, Julien Michel, Alain Nedelec, Fabien Gosset. Mixage, Serge Ristich. Réalisation,
Nathalie Triandafilides.